Bon, c'est Jérôme Filippini qui aurait dû tenir la parole à ma place. C'est lui qui a porté ce sujet à la création de la DISIC. Je vais essayer du mieux que je peux de le remplacer. Pour ceux qui me connaissent, peut-être que vous trouverez mon débit un peu lent, ce qui n'est pas mon habitude, mais c'est ma première prise de parole publique en tant que DISIC. Et donc, je dois encore chercher un peu mes mots et sur un sujet parfois délicat. Et donc, je prendrai le temps de poser mon vocabulaire. Deux mots d'introduction. Le premier, qui vous paraîtra trivial, mais je veux le mettre malgré tout en évidence. La révolution numérique est derrière nous. Il nous faut accélérer la transition numérique des services publics pour les faire rentrer dans notre siècle. Innover, améliorer de nouveaux services plus efficaces, plus simples, plus justes, aux citoyens, aux agents, aux acteurs économiques. C'est notre défi, c'est celui auquel nous appelle le dernier comité interministériel à la modélisation de l'action publique. Mais c'est aussi le point de vue de la DISIC depuis sa création et autour d'elle de tous les DSI des ministères qu'elle anime. Dans cette transition numérique, l'ingénierie du logiciel aura de toute évidence une part prépondérante et donc les questions de modèle se posent de façon tout à fait naturelle. Un autre cadrage plus désagréable, celui-ci peut-être, permet de donner les enjeux économiques. L'État, pour s'en tenir au ministère, hors opérateur, hors agence, hors secteur santé sociale, dépense chaque année 3,8 milliards d'euros pour son système d'information, dont 300 millions juste pour l'acquisition de licences et l'acquisition du support au logiciel. Dans les 3,8 milliards d'euros, il y a toute la dépense des personnels informaticiens de l'État et ceux qui concourent à son soutien, pas dans les 300 millions que je viens d'indiquer. C'est beaucoup pour le citoyen et nous devons être de plus en plus vigilants sur ces dépenses puisque la maîtrise publique nous appelle à investir 1 euro dès lors que nous saurons faire 1 euro d'économie ailleurs. Et donc tous les nouveaux services que nous devons apporter doivent l'être de façon efficiente, économe et efficace. Pour la rationalisation des 3,8 milliards par ailleurs, nous avons beaucoup d'efforts à faire d'instrumentation, du pilotage du système d'information. Et là aussi, l'effort logiciel est important et concourt au flux de création nouvelle de logiciels que nous avons à conduire. Donc, les choix en matière de logiciels sont particulièrement importants pour nous. Et ce que nous cherchons, c'est à accélérer le rythme de la mutualisation, de la réutilisation et surtout de la grande rigueur dans le choix de la meilleure voie et de la meilleure solution dans une perspective d'efficience globale à long terme. Bon, je fais bien la distinction entre l'efficience locale qui peut supporter le jetable et l'efficience globale de notre système qui doit, du point de vue de l'infrastructure en tout cas, s'appuyer sur des solutions robustes dans la durée. Pour ne pas y revenir, les modèles dont nous parlons, le modèle propriétaire, le modèle open source, que je qualifierais de logiciel libre encore compte tenu de la nation que je représente, même si j'emploierais sans doute l'un et l'autre des vocabulaires. Nous avons entre ces deux modèles une volonté affirmée de démarche non dogmatique. Alors, certains disent agnostique, je ne pense pas. Sur chacun des sujets, nous pouvons avoir des convictions profondes et que nous défendrons ardemment. Je préférerais parler de syncrétisme ou d'œcuménisme,
mais je pense que la métaphore religieuse doit être là surtout pour saluer l'effort des militants du libre, qui sont quand même pour beaucoup dans l'ancrage international et national du modèle. Moi, je préfère le terme de diversité. Je ne sais pas si elle est biologique dans notre écosystème, je pense qu'elle est d'une autre nature, mais pour dire que de la diversité naît l'émulation, l'innovation, et que tout ceci a des raisons d'exister. Revenons aux logiciels libres. Bon, d'abord pour constater qu'ils sont utilisés de longue date dans les administrations françaises, je dis bien les administrations françaises, et que chaque ministère, mais aussi chaque collectivité locale, chaque hôpital, peut montrer et démontrer des grandes réussites dans ce domaine-là, sur des choses difficiles, complexes, et qu'il s'agit pour nous de promouvoir. Je vais passer par une toute petite anecdote là-dessus, puisque la question m'a été posée tout à l'heure, et puis ça va me permettre de me réancrer sur un terrain qui m'est plus connu, comme cette salle d'ailleurs. C'est un participant tout à l'heure qui m'a dit Chorus, c'était quand même pas bien open source. Hein. Donc, vous le savez, c'est le projet que j'ai dirigé avant de venir à la DISIC. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Bien sûr, tout le monde sait que c'est un grand projet de RP, mais c'est aussi un grand projet open source. Et qui me permet de donner une illustration de la mixité qui peut être tout à fait féconde. Je n'ai de mon côté jamais cru qu'un ERP ouvert puisse nous permettre de refonder la gestion du budget et de la comptabilité de l'État en 18 mois pour les premières versions déployées sur plusieurs milliers de personnes. Mais je dois reconnaître que tous les soubassements de l'infrastructure utilisés par Chorus dans tous ces aspects sont de l'open source. La moitié des serveurs sont Linux, toute l'exploitation est faite sous Nagios, et qu'il y a également une grande application qui s'appelle Chorus Formulaire, qui a été développée totalement en libre sur base Postgres et qui n'a que 25 000 utilisateurs récurrents. Et c'est bien dans cet équilibre que nous avons réussi à stabiliser l'ambition du projet dans toutes ses dimensions. Donc ceci illustre à la fois le caractère de diversité que j'annonçais tout à l'heure et donne un exemple de réussite en matière de réalisation d'applications critiques avec des solutions open source. Pour autant, le développement de l'open source est de toute évidence freiné par des handicaps assez lourds, notamment dans l'esprit des décideurs. En dehors des domaines techniques autour d'Internet, où ils sont devenus la norme internationale, donc discutés par personne, il y a beaucoup de difficultés à faire décoller l'utilisation des solutions open source au sein de l'administration, mais seulement au sein de l'administration. Je pense que c'est vrai un petit peu partout. D'un côté, un modèle propriétaire robuste, marketé de façon extrêmement robuste, soutenu par un écosystème d'intégrateurs puissants ayant passé les accords industriels avec les 10 éditeurs, riche de catalogues à la fois de présentation de produits, riche de catalogues de formation pour les ingénieurs qui vont devoir les mettre en œuvre. Et puis des mécanismes d'achat public qui, de longue date, ont été optimisés pour les acquisitions de ce genre de solutions, et des mécanismes contractuels de réassurance crédibles. On sait, je pense, tous, ceux qui ont vécu les différents incidents sur des solutions propriétaires, que cette crédibilité a malgré tout ses limites dans la part de responsabilité que l'éditeur peut prendre au désagrément causé. De l'autre côté, c'est vrai, on a des démarches qui sont d'origine plus technique, qui sont moins cadrées dans l'achat public, pour lequel la définition des fonctions de support est moins structurée,
plus locales, moins collectives, et qui finalement paraissent plus risquées. J'emploierai certainement plus maintenant le terme de bidouille ou de bricole, mais en tout cas plus risquées pour le décideur. Moins informé qu'il est de ce monde qui lui est plus éloigné, encore une fois, en discours au moins commercial. Donc ce déséquilibre, il a été perçu très vite par la DISIC et les DSI de l'État, et donc c'est quasiment dès la création de la direction interministérielle que le thème de la place du libre, la promotion des logiciels libres et l'acculturation de tous les échelons de décision a été perçu et un travail interministériel a immédiatement été déclenché, qui a été confié à un ministère particulier. Nous travaillons beaucoup sous mandat avec nos collègues DSI des ministères, c'est le ministère de la Culture. Bon, il est là présent, bien sûr, c'est Jean Séverin-Lerre qui a animé ce travail collectif, mais avec l'ensemble des ministères autour de lui, pour aboutir à quelque chose qui est de nature à compenser les handicaps que j'ai cités tout à l'heure, à rectifier l'image du logiciel libre dans l'esprit des décideurs, par l'élaboration d'un document de doctrine, d'un document de référence à leur usage, décideurs publics, et qui vise à leur expliquer tout ce que nous faisons pour sécuriser les choix qu'ils pourraient faire en ce domaine. C'est la genèse et l'histoire de la mise en place de cette circulaire du Premier ministre du 19 septembre 2012, dont je vais non pas parler maintenant, mais vous dire où nous en sommes dans les différentes actions qui y sont indiquées. Je ne vais pas présenter la circulaire, vous la connaissez tous, surtout ici. Et avant de passer à son état d'avancement, je vais insister sur le fait que nous avons souhaité garder une position globalement équilibrée en l'affirmant qu'elle l'était équilibrée, mais vous noterez qu'on a quand même mis un accent majoritaire sur toutes les situations dans lesquelles l'usage du libre était plausible, potentiellement justifiée, et en tout cas devait être instruite de façon correcte. Et donc c'est cet état d'esprit que nous souhaiterions créer au sein des ministères, c'est que sur tous les nouveaux projets, on se soit au moins posé la question sérieusement de l'alternative de l'open source par rapport à des choix plus tendanciels. La circulaire, elle appelle également les ministères à contribuer, puisque, on en reparlera tout à l'heure, mais pour arriver à faire émerger l'utilisation accrue de l'open source dans l'administration, il faut que nous atteignions une certaine masse critique de compétences, de partage, d'animation, de contribution, et donc nous incitons les ministères à reverser leur développement, à partager les compétences, à mutualiser les investissements, à laisser aussi travailler leurs ingénieurs dans l'interministérialité, ce qui nous pose, dans des conditions de ressources assez contraintes, des difficultés comme ailleurs. Où en sommes-nous aujourd'hui dans la mise en œuvre de cette circulaire? Déjà, on pourrait dire que la gouvernance sur le libre est en place. Donc cette gouvernance, elle se traduit par la mise en place d'une équipe noyau interministérielle spécialisée sur les problèmes de l'administration de l'État dans l'utilisation de l'open source, qui est chargée d'instruire les choix qui doivent être soumis au comité technique des systèmes d'information et de communication qui rassemble autour de moi tous les DSI des ministères, et pour les éléments les plus stratégiques, au comité des systèmes d'information et de communication, qui sont les secrétaires généraux des ministères. Donc vous voyez que dans cette acculturation, nous parlons système d'information avec les secrétaires généraux de façon extrêmement régulière, et nous les amenons à décider des grandes orientations que nous souhaitons prendre. L'animation est également organisée avec la mise en œuvre des groupes thématiques. Ces groupes thématiques, eux, sont ouverts aux autres fonctions publiques, aux opérateurs de l'État, et ce sont des instances d'instruction, des forces de proposition, des lieux de mutualisation des compétences. Ces groupes-là ne sont pas nouveaux,
Certains se sont créés il y a près d'une dizaine d'années. Je pense en particulier à MIMO, donc celui qui est... Alors MIMO, c'est mutualisation interministérielle, hein, O pour Office, qui est centré sur la bureautique. C'est un groupe qui a été particulièrement dopé. Je ne sais pas si c'est un terme très politiquement correct par les temps qui courent de l'actualité. Hein. J'allais dire boosté, mais celui-là m'aurait écorché la bouche. A été totalement dopé par la relance des travaux interministériels sur l'open source. Donc c'est 25 personnes qui réfléchissent sur la façon de conduire nos opérations. Il y a MIMOG pour la gestion de parcs autour d'OCS et de GLPI. Et il y en a certains qui se sont créés dans l'élan même des travaux interministériels. Donc c'est le cas de MIMOS pour les outils d'exploitation au sens large, système d'exploitation et toutes les piles intermédiaires. MIMBD pour les bases de données, essentiellement autour de PostgreSQL, mais d'autres choses également. Et puis un tout petit dernier qui vient de se créer, qui est MIMDev, autour du développement, mais c'est vrai que beaucoup de ministères ne pratiquent plus le développement eux-mêmes, et donc c'est pas étonnant que ce groupe de travail arrive un petit peu en dernier en création. Mais il se met en place sans pour l'instant avoir bien avancé dans ses travaux. Nous avons mis en œuvre des outils de partage opérationnel, donc il y a un espace collaboratif, c'est celui de la DISI, qui est opéré par le ministère de l'Écologie et du Développement durable, qui permet un échange et des partages entre ces différentes communautés et au sein même de ces communautés. Nous avons mis en place des actions de communication. Depuis longtemps, il y avait des journées du libre dans l'administration, donc ce n'est pas une nouveauté. Maintenant, on fait des journées du libre promotionnelles, qui visent un public qui n'est plus un public de spécialistes, mais un public plus ouvert, de gens de métier, pour les convaincre, en particulier, de l'intérêt des chantiers menés en open source par l'administration et dédramatiser les choix qu'ils pourraient faire dans cette direction. La dernière a eu lieu en janvier, elle a rassemblé 70 participants, ça n'est qu'un début, elles auront lieu de façon extrêmement régulière. Nous avons mis en place également un support généralisé pour l'ensemble des ministères au travers d'un accord cadre interministériel qui nous permet de définir un service support qui nous est externe, qui nous est indispensable pour donner du corps à nos efforts dans la maîtrise des logiciels libres. Alors aujourd'hui, ce support est assez pléthorique puisqu'il y a 300 souches qui sont indiquées au titre de ce marché. Dans cet accord cadre, nous avons essayé d'être extrêmement prudents sur la couverture, sur le respect des règles qui prévalent à la vie des communautés libres et à ne pas déstabiliser un écosystème qui nous est externe, tout en nous orientant fermement vers le fait que nous devons avoir un support d'un niveau de sécurité qui approche, voire qui dépasse celui dont nous pouvons disposer sur des solutions propriétaires. Dans cet accord cadre, nous avons des mécanismes très incitatifs de convergence sur les souches logicielles. Nous avons besoin, pour devenir pertinents, de faire masse de compétences et d'expertise, et donc, avec beaucoup de détermination, de réduire le spectre de nos choix, peut-être pour l'étendre dans une deuxième étape, mais en tout cas pour éviter de nous disperser sur des solutions trop voisines. Nous avons là aussi des choix à faire pour aboutir à un système globalement économe. Alors, les mécanismes ils sont extrêmement incitatifs, puisque dès que 5 ministères demandent un support logiciel sur une seule souche, la remise est de 60%. Sur le coût forfaitaire, c'est quand même quelque chose de tout à fait incitatif. Ce marché, il a été notifié juste avant l'été de cette année. Les marchés subséquents ne sont pas encore notifiés.
nous sommes en train de veiller à toutes les expressions de besoin et à faire un premier travail de préparation de convergence avant de bâtir les premiers marchés subséquents qui seront signés par chacun des ministères participants. Donc ça vient compléter avec les initiatives déjà prises par le passé par les ministères financiers et la Direction générale des finances publiques. On peut dire qu'aujourd'hui, tous les ministères disposent d'une solution de support qui rend crédible leurs efforts à promouvoir l'open source. Qu'est-ce qui nous reste à finaliser maintenant dans nos travaux? Bon, d'abord, ce catalogue des souches convergées n'existe pas encore. Alors, le néologisme que je viens d'employer est à dessein. Faut-il dire recommandé, exclusive, sûrement pas, convergée en tout cas. C'est-à-dire s'il reste de la diversité, elle est maîtrisée, elle est voulue, elle n'est pas subie par quelque chose de non analysé. Le travail, nous devons le mener à la fois sur le flux, c'est pour moi prioritaire, nous abordons de nouveaux sujets, il faut que nous nous y intéressions. Nous commençons à travailler sur le cloud computing, je vais dire l'informatique nuageuse, mais je vais finir par faire ringard dans cette assistance. Nous devons nous intéresser aux solutions libres autour de cette affaire. Nous sommes confrontés, comme tous les États, aux problèmes de big data. Il faut aussi que nous nous intéressions au NoSQL pour nous faire notre religion. Tiens, c'est moi-même qui ai utilisé le vocabulaire, vous m'en excuserez. Et puis nous avons à travailler sur le stock, c'est-à-dire toutes nos réalisations actuelles, tout ce qui figure déjà dans le catalogue. Et là, je pense que c'est au cours du premier trimestre que tout ceci va se cristalliser assez vite. Et en tout cas, l'objectif que nous poursuivons, c'est qu'à la fin du premier semestre, on ait une convergence déjà effective, assez forte, pour pouvoir poursuivre nos travaux. Il nous reste également une contribution à faire à l'enrichissement des souches existantes. Nous avons pas mal de choses qui sont en cours. On peut penser à l'accessibilité pour la bureautique, avec laquelle nous travaillons avec le Fonds d'insertion des personnes handicapées à la fonction publique. On travaille également sur le renforcement de la prise en compte, dit-il, dans JLPI, même si j'ai cru comprendre que c'était parmi les spécialistes sujet à débat parfois un peu virulent. Donc je dis ça avec beaucoup de prudence. Nous avons également à produire les éléments de sécurité juridique qui rendent l'application de notre code des marchés publics beaucoup plus adaptée à l'utilisation de l'open source. L'évolution de ces clauses a été mise dans l'accord cadre de support, mais il nous faut maintenant produire les dérogations qui vont bien au CCAG sur les technologies de l'information et de la communication, pour couvrir à la fois la maintenance adaptative, voire évolutive, intégrée dans la vie des communautés, respectant les licences du monde libre, et les traduire en mécanisme d'engagement auprès de nos partenaires, mais également de prévoir les clauses spécifiques à la production d'un logiciel construit sur base open source par l'administration, et donc son reversement à l'issue des développements à la communauté. Donc tout ceci doit également sortir dans le courant de cette année, de sorte que nous ayons un appareil juridique qui n'ait plus de faiblesse par rapport à celui disponible pour l'achat de solutions propriétaires. Nous devons également préparer un marché plus orienté expertise et contribution, parce que nous avons l'objectif de contribuer au développement open source. Aujourd'hui, ce projet est en attente de la concrétisation de la mise en œuvre du marché de support. Commençons déjà par la maintenance corrective et aux marges adaptatives qui est prévue dans cet accord cadre. Dès lors que nous aurons lancé les marchés subséquents, nous nous attaquerons à ce deuxième étage de la fusée, tout à fait indispensable pour nous. L'objectif ultime de tout cela doit permettre de concourir à la mise en place d'un magasin d'applications
au sein de l'administration, riche de nos choix de convergence, mais aussi de notre production personnelle. Alors c'est une partie du magasin, puisque bien d'autres solutions pourraient y être intégrées à l'avenir. Nous avons également d'autres sujets qui sont en gestation ou en cours de développement, qui peuvent aller jusqu'à des outils de migration de solutions propriétaires vers des solutions open source. Des initiatives qui sont lancées par certains ministères et que nous aurons à cœur d'interministérialiser, de mutualiser de la façon la plus efficace possible pour que nous puissions repenser certains choix anciens à l'occasion d'évolutions majeures ou au constat d'évolutions non souhaitées. Nous travaillons également à renforcer la visibilité que nous pouvons donner aux utilisateurs sur les réels problèmes de compatibilité entre des solutions propriétaires et des solutions open source. Je pense en particulier aux suites bureautiques, où on a quand même énormément de travail à faire, aussi bien du côté de l'accessibilité que de la promotion et de la démonstration de l'ampleur ou de la non-ampleur des écarts en fonction de ce dont on parle, pour avoir des réactions moins subjectives, pour ne pas dire plus. Et puis, nous n'avons pas encore eu cette occasion, mais nous mettons en place toute la vigilance autour de ce principe de open source first, non pas au sens prenez de l'open source et puis après vérifiez si vous vous êtes trompé, mais qu'en tout cas dans la démarche de préparation d'un projet, commencez par instruire s'il y a quelque chose dans le monde libre qui permet de satisfaire votre besoin. On va le faire au travers de deux moyens, l'examen de tous les projets des ministères qui est soumis à la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication. Enfin, comme les seuils sont aux alentours de 9 millions d'euros et qu'on n'est pas tout à fait dans le scope moyen des projets open source, même s'il s'agit de coûts complets, hein, intégrant l'utilisation pendant 2 ans, la gestion du changement et le reste, mais aussi au travers de la déclinaison que nous faisons avec chacun des ministères de la modernisation des systèmes d'information de l'État, nous on parle même de transformation, qui sont les contrats de progrès dans lesquels nous aurons à cœur d'aider les DSI à faire la promotion de ce réflexe de regard sur l'open source. Voilà pour l'état d'avancement de nos travaux sur cette circulaire et sur les mesures qui y figurent. Alors maintenant, l'usage de l'open source dans la modernisation de l'action publique, alors ça ne vous a pas échappé que la feuille de route numérique a quand même une place extrêmement importante dans la modernisation de l'action publique telle qu'elle a été entérinée par le premier CIMAP, et que derrière chacun des autres vocables, quand on parle de simplification, évidemment, quand on parle d'open data, mais ça je laisserai le soin à Henri de le faire tout à l'heure bien mieux que moi, c'est autour du système d'information que nous travaillons. Donc, la numérisation et la feuille de route numérique a un poids lourd dans la modernisation de l'action publique. Pour nous, on va réinsister sur quelques points. Ça facilite, de notre point de vue, le partage et la réutilisation, hein, qui pour nous est un moteur de développement de l'horizontalité et et ça fait partie de nos armes pour dépenser plus intelligemment dans la modernisation des systèmes d'information et des services publics. L'open source a de toute évidence un rôle à jouer dans l'accessibilité des plus grands nombres. Mais je laisserai là aussi Henri parler de multitude, beaucoup mieux que moi, mais c'est un des cas où l'open source a tout son sens pour éviter les coûts afférents aux licences d'autres, des modèles propriétaires. Et puis, je suis persuadé, et les DSI avec moi, que l'open source qui s'appuie sur des standards ouverts
a un rôle extrêmement important à jouer dans l'interopérabilité des systèmes de l'administration et des administrations. Et que cette glue est tout à fait essentielle pour que nous ne parlions plus des systèmes d'information de l'État. Nous parlons aujourd'hui des systèmes d'information de l'État, mais que de plus en plus nous puissions parler du système d'information de l'État. Alors après, du service public dans sa globalité, il y a encore un autre facteur d'échelle et une autre marche haute à franchir, mais pourquoi pas à l'avenir. Donc pour nous, l'open source a vraiment un rôle éminent à jouer pour être au cœur de cette interopérabilité et à titre emblématique. Nous avons convenu avec l'équipe noyau interministérielle de l'open source de reclasser toutes nos souches en suivant le référentiel général d'interopérabilité pour donner du corps à cette vision. Monsieur Marzin, peut-être que... Je conclus. Eh bien, c'est formidable. Juste. Mais vous m'avez dit que je devais traiter les deux sujets, ceux de Jérôme Filippini et ceux que j'aurais dû traiter à... Non, mais vous vous acquittez parfaitement, en fait, de votre tâche. Donc, je voudrais conclure en disant que quand même, open source, open data, open government, tout ça, ça participe quand même un petit peu de la même philosophie de l'action, que quelque part, dans le monde libre, du libre, nous avons l'habitude de co-construire. C'est ça la force du modèle. Et que on parle énormément et à bon droit de co-construction de la modernisation de l'action publique. Et donc, on ne peut pas ne pas faire ce parallèle. Je laisserai l'idée développée beaucoup plus brillamment que moi par Henri. Autour de l'open data. Mais quand on parle de co-construction avec les agents, parmi ces agents, il y a des gens qui sont capables de contribuer de façon extrêmement intelligente à de la production de code ou à l'émergence de solutions d'open source. Quand on parle de co-fabrication et de co-construction avec les usagers du secteur public, là, évidemment, vous êtes tous représentants du monde libre, potentiellement mis à contribution pour, sur la base de données ouvertes, d'API ouvertes et de solutions open source, inventer avec nous les systèmes de gestion et les systèmes de services publics de demain. Je vous remercie.